e ao professor Maciú para vir fazer a sua apresentação, por favor. Obrigada. Bom dia. Vou falar em francês, é melhor para mim e para vocês. La question que je pose et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de savoir si l'État-providence est toujours extensible. Alors, je partirai de cette idée que tout groupe humain tente à s'organiser dans le but d'assurer sa protection, suivant pour cela des règles et des principes qui varient selon la taille du groupe, selon l'état général de ses institutions et le statut de ceux qui le composent. En somme, selon des règles et des principes profondément historiques qu'il convient de contextualiser pour en saisir la signification et les possibles intentions de ceux qui les préconisent et les mettent en pratique. Cette idée posée et admise, tout reste à faire si nous voulons pouvoir répondre à la question que nous posons, l'État-providence est-il toujours extensible? À l'évidence, je prends ici la notion d'État-providence dans une acception très large, une acception qui recouvre pratiquement celle de protection, ce que d'ailleurs la notion d'État connote d'emblée. L'État, de ce point de vue, n'est jamais que la protection organisée du groupe, sachant que par organisation, on entend le plus souvent la sophistication liée à l'échelle et à la complexité du groupe considéré. Pensons par exemple à la protection militaire du territoire et des populations qui l'occupent. L'État, l'idée d'État, lui est consubstantiellement liée. Et si le groupe primaire, la horde, protège aussi les siens, le passage à l'État est censé majorer cette protection, la rendre encore plus efficace, encore plus fiable et rationnelle. Il marquerait un progrès continu dans l'accomplissement de l'objectif de protection. Mais est censé, ai-je dit, puisque l'histoire apporte son lot de contre-exemples et de démentis, sans jamais toutefois infléchir durablement cette tendance, particulièrement lorsque l'on pense à ce qu'on appelle la sécurité intérieure d'un territoire. La protection organisée de l'État tend ainsi à s'étendre à de multiples domaines de la vie sociale. Elle s'y est fortement étendue lorsque des services publics ou privés sont venus se substituer aux traditions, aux coutumes locales, familiales ou autres, quant aux manières de faire dans tel ou tel domaine de la vie collective. Ce qui s'accompagne généralement de nouvelles dispositions réglementaires et législatives, de nouveaux dispositifs d'acquisition et de contrôle, de nouvelles modalités de sanctions répressives ou laudatives, etc. Mais ce n'est pas l'histoire proprement dite de cette mise en place de cette protection et des formes qu'elle a pu prendre à laquelle je voudrais me livrer ici, mais à l'évolution historique des idées et ou encore des conceptions qui ont présidé à cette mise en œuvre. Et pour ce faire, je dégagerai les principes suivants. 1. La protection est consubstantiellement liée à la conception ou à la vision que l'on a de la société dans laquelle on vit. 2. La protection renvoie à la nature du droit qui prévaut dans cette société. Et 3. La protection produit un individu social spécifié qui, en retour, admet un rapport spécifique avec la collectivité sociale. Pour le dire autrement, il s'agit ici de reprendre à nouveau frais la question de savoir qu'est-ce qu'être protégé dans la société qui est la sienne.
Alors, pour les besoins de l'analyse, on peut à grands traits distinguer plusieurs modèles de protection selon le rapport qu'entretiennent les individus avec la société qui les définit et qu'ils définissent par la même occasion. Sans approfondir outre mesure la protection dont bénéficie l'individu qui vit dans une société clanique, sans État donc, où les rapports entre les individus sont définis par des appartenances lignagères, des règles d'alliance et de filiation, qui réfléchissent et répliquent le symbolisme d'un fondateur imaginaire, on peut penser que cette protection ne se différencie en rien ni n'ajoute rien à ce qu'est l'individu de cette société. Il est protégé parce qu'il est de cette société, parce qu'il forme cette société sur le mode de l'indistinction. Ce qui fait, ainsi que le soulignent les anthropologues, que l'individu d'une telle société n'est guère individué et ne peut prétendre qu'à des distinctions qui viennent conforter ce qu'il est déjà pour cette société. Par exemple, être un valeureux guerrier lorsqu'on appartient au groupe ou à la caste des guerriers et que son clan est engagé dans un conflit avec un autre clan. Un tel individu n'est protégé qu'autant qu'il se fond, du verbe fondre en français, derreter ou fundir en portugais, je ne sais pas, dans la société. Il bénéficie en quelque sorte d'une protection par fusion. Être protégé, c'est être ce que l'on est dans la société que l'on constitue avec tous les autres qui sont dans la même situation. À l'évidence, dans une telle société, il n'y a pas d'écart conceptuel entre être protégé et être un individu, un quidam de cette société. Ce qui revient à dire que pour qu'il y ait protection, encore faut-il qu'un écart soit introduit entre être tel ou tel individu et être l'individu de cette société, relever ou appartenir à cette société. En somme, qu'un espace statutaire, conceptuel et réel apparaisse entre l'existence de l'individu et sa présence dans le corps social, comme l'on dit, ou la configuration structurale de la dite société, si l'on préfère cette formulation. C'est cet espace statutaire qui nous est donné dans les sociétés féodales, dans lesquelles le statut de l'individu, son statut juridique et ontologique, détermine la place et le rôle auquel il peut prétendre au sein de ces sociétés. Ainsi, ne pourra-t-il prétendre devenir un valeureux guerrier si, par la naissance, il ne relève pas de la classe de ceux qui peuvent porter les armes, les chevaliers chez nous, les samouraïs ailleurs, quand l'homme du clan n'avait qu'à faire preuve de ses compétences lors de son initiation. Comme le signale donc l'étymologie de protéger, la protection consiste toujours en l'action d'un tiers qui s'interpose, qui met à l'abri, qui écarte, etc., en vue de préserver l'état initial de ce qui se trouve être l'objet d'une menace. C'est ainsi que de nos jours, on parle des espèces protégées qui, sans une intervention extérieure, seraient menacées de disparition. Ça, c'est une intervention extérieure. Cela confirme donc que la protection suppose un écart existentiel entre les protagonistes, ce qui donne un espace d'intervention pour certains d'entre eux et un statut différencié entre tous les protagonistes. C'est ce que met en place une société féodale en créant des ordres statutaires exclusifs et en accordant à certains le pouvoir de protéger les autres dès lors qu'ils sont devenus leurs sujets. La protection ici devient une protection par sujétion. Elle prend l'allure d'un devoir de la part de ceux qui occupent la position de
caste ou de classe dominante, la noblesse féodale, et d'un devoir donc à l'endroit de ceux qui ne sauraient accéder à cette position. Le seigneur féodal y joue son honneur et son pouvoir. La protection est de ce fait conditionnelle et conditionnée aux capacités du dit seigneur à l'assurer. Cette capacité politique, juridique et en dernier ressort militaire. C'est cette protection rapprochée liée à la suggestion des individus qui apparaîtra dans la période pré-révolutionnaire française notamment, comme une entrave au développement des activités marchandes ou commerciales et bientôt à la libre circulation du travailleur quand se développera l'activité industrielle. On sait combien la bourgeoisie qui commerce a de plus en plus de mal à supporter les entraves juridiques, les taxes et autres impôts imposés par l'aristocratie féodale. Mais impôts et taxes, etc., qui constituaient, si on peut dire, son fonds de commerce, mais aussi de prestige, de pouvoir et en même temps de devoir. Ce sera là un des facteurs qui conduiront à la Révolution française. Mais passons. Pour condenser le propos, je dirais que les sociétés de la modernité, celles d'après l'époque féodale, donc, vont opérer ou ont connu un transfert des capacités protectrices vers l'État social. Transfert progressif, mais de plus en plus revendiqué par l'État royal, puis consacré par le régime révolutionnaire en France pour le moins. Ce qui apportera à la protection des individus non seulement une autre envergure, mais aussi une autre figure et un autre sens. La protection étatique, qu'elle fût royale, républicaine, impériale, démocratique, voire fasciste au XXe siècle, s'entend d'abord à l'échelle de la nation et confisque au profit de l'État certains de ses moyens les plus efficients. Ce que nous appelons aujourd'hui les fonctions régaliennes de l'État, singulièrement celles qui relèvent de la sécurité du citoyen, l'armée, la police, de ses droits politiques et civiques, la justice, la constitution, etc. On peut parler ici, cette fois, de protection par la citoyenneté. Ajoutons que à la protection politique et civique du citoyen, l'État s'est vu adjoindre l'organisation et en grande partie la gestion de ce qu'on a convenu d'appeler la protection sociale. La protection sociale du citoyen. Comme de nombreux travaux l'ont établi, celle-ci aura été élaborée selon des voies et des moyens qui varieront d'un pays à l'autre. L'État-providence, comme on le nomme le plus souvent, et cette idée qu'il convient, dans le cadre des États-nations, de compléter les droits politiques et civiques, ces droits reconnus aux citoyens démocratiques et qualifiés de droits-libertés, par des droits sociaux censés favoriser la réalisation de ces derniers. C'est donc en articulant les droits sociaux et les droits-libertés par le recours aux valeurs universelles reconnues dans la Déclaration des droits de l'homme, charte fondatrice de nos régimes démocratiques et de nos sociétés libérales, que ces dernières vont pouvoir s'engager dans le déploiement continu de la protection du citoyen. Encore qu'il s'agisse toujours d'un individu citoyen, ce qui va faire problème, on va le voir, qui par définition ne saurait jamais être totalement protégé ou, plus exactement, qui se découvre toujours de nouvelles zones d'insécurité et donc de besoin de protection. Ce qui appelle à un déploiement toujours plus large de l'État-providence ainsi que nous l'avons connu au cours du XXe siècle, ou moins dans la deuxième partie du XXe siècle. Alors,
l'histoire qui a été faite de la naissance et de la construction des États-providence montre combien ceux-ci s'alimentent à des sources historiques, institutionnelles et conceptuelles, qui, pour être des plus variées, ne convergent pas moins vers ce que nous convenons d'appeler l'État-providence ou l'État social, et surtout conduisent à repenser les régimes politiques démocratiques sous la forme d'une démocratie providentielle, pour reprendre ici la formule de la sociologue française Dominique Schnapper. S'agissant de la France, les sources et les ressources de son État-providence sont multiples, souvent imbriquées, échelonnées dans le temps, et avant tout ont réclamé l'intervention de l'État. Cela tant dans sa faculté législative que dans sa capacité organisatrice et gestionnaire, y compris dans la promotion de professions nouvelles qu'on va appeler le travail social qui aujourd'hui est en complète refondation mortifère si l'on suit les analyses de Michel Chauvière. En effet, on trouvera la trace, parfois très ancienne, des dispositifs de la protection sociale constitutifs de l'État-providence, aussi bien du côté des institutions religieuses, l'Église catholique massivement en France, que du côté des institutions administrativo-politiques, les communes principalement, ainsi que du côté des institutions professionnelles, corporatives longtemps, entrepreneuriales par la suite, syndicales ouvrières ou syndicales patronales parallèlement par la suite également. Sans oublier les formules intermédiaires qui combinent diverses origines sous forme d'institutions philanthropiques, entre autres. Mais c'est l'intervention de la puissance publique sous forme législative comme sous forme administrative qui institue et fonctionnalise, si on peut dire, le droit du citoyen à la protection sociale. On pourrait faire l'histoire des différentes branches ou des différents segments de la protection sociale qui mordent ou absorbent certains des découpages administratifs ou sociaux traditionnels de la vie sociale, la santé, l'éducation, la justice, l'indigence, le logement, ou qui en instituent de nouveaux. Par exemple, l'enfance, on a créé l'enfance, la parentalité, peut-être voir la famille. Toujours, on retrouve l'action réglementaire et financière de l'État, action en quelque sorte constitutive d'un service public de la protection du citoyen. Nous n'avons pas le temps ici de faire cette histoire, mais nous admettrons que c'est son produit que nous avons à l'esprit lorsque l'on parle d'État-providence. Et cet État-providence n'a eu de cesse d'étendre ses prérogatives et de recouvrir de plus en plus de domaines de la vie collective. Je l'ai souvent souligné, il l'a fait en élargissant ses cibles. À la protection du travailleur et de sa famille, il a adjoint la protection du citoyen dépourvu d'emploi et de ressources. À la charité en direction des indigents, il a substitué un droit à des revenus pour le moins temporaires. Aux différentes formes d'insécurité personnelle, il entend répondre par des politiques de prévention ou de compensation lorsque celles-ci échouent. Aux victimes d'accidents ou de catastrophes, il propose et organise des fonds de solidarité, etc. Solidarité et victimes, d'ailleurs, sont devenus les maîtres mots de nos démocraties providentielles. Bref, la protection s'est toujours plus rapprochée de l'individu singulier et, ce faisant, s'est toujours plus élargie socialement parlant. Ce processus d'élargissement est difficilement attribuable aux seules vertus morales et de la bienveillance de la population, ni même d'abord à l'action de certains groupes de pression agissant en ce sens. Il relève de ce que l'on peut appeler une idéologie sociale
caractéristique de ce que d'aucuns ont nommé la seconde modernité ou la modernité tardive, en somme, l'ère du temps dans lequel nous vivons. Et cette ère du temps est celui d'une conception réaliste des droits de l'homme. Je veux dire par là que la vision des droits de l'homme qui s'était imposée a quitté le registre des valeurs universelles, s'est départie de sa représentation idéale qu'on lui avait reconnue pour devenir une valeur personnelle à réaliser hic et nunc pour tout individu singulier. Pour le dire autrement, c'est un renversement de l'idéal au réel, de l'universel au singulier que nous avons assisté. Le philosophe et historien de la politique français, Marcel Gauchet, a raison d'insister sur ce point. Lorsque les droits de l'homme se comprennent comme le droit de l'individu à exiger de la collectivité qu'elle protège sa singularité, c'est cette dernière qui est érigée en valeur universelle et, partant, annule l'universalité de la valeur abstraite du droit de l'homme définie par son équivalence statutaire. Il s'agit bien d'un renversement des valeurs. C'est celui qui est contenu dans l'idéologie individualiste, comme l'on dit, qui domine nos sociétés et transforme le rapport de l'individu au collectif, à la nation, à la démocratie. Lorsque l'individu réclame la protection absolue de ce qui lui est le plus singulier, c'est le commun qui se dissipe, c'est le collectif qui se fractionne, c'est le fameux vivre ensemble qui devient impossible ou pour le moins problématique. Mieux, une telle posture place ipso facto l'État-providence, que nous venons de dire et de décrire comme un compromis empirique visant la réalisation de l'objectif démocratique contenu dans la Déclaration des droits de l'homme, qui place donc cet État dans une position de devoir fournir tous les moyens ou, à défaut, de trouver les nouveaux instruments de la protection de la singularité revendiquée. Ce qui fait entrer cet État-providence dans une inflation sans fin de demandes d'élargissement de ses capacités protectrices. La transidentification, l'idée que son identité puisse être d'un autre genre, pour reprendre l'expression, d'un autre sexe, donc que celui reçu à la naissance, est un exemple paradigmatique de ces processus. Paradigmatique parce que il part d'un ressenti intime, on ne peut plus individuel. On mobilise ensuite les services de santé pour apporter quelques modifications corporelles, alors que l'on ne connaît aucun trouble morbide à soigner. Ce sont des troubles psychiques, pas toujours pathologiques, hein, comme l'angoisse de sexuation pubertaire des adolescents, et on fait rembourser cela par la sécurité sociale. On exige ensuite de l'État, de l'administration étatique, de l'état civil en particulier, que l'on modifie les enregistrements identitaires que l'on avait reçus, ce qui entraîne toutes sortes de conséquences en cascade. Et on tente aussi, in fine, de modifier autoritairement les rapports de civilité qui existent dans la société en se faisant appeler monsieur quand on reste une femme, etc. Donc, voilà le type de modèle de la transformation des droits de l'homme en droits de l'individu. Alors, on peut se poser la question, dans ces conditions, est-ce que l'État-providence est toujours extensible?
lorsque les droits de l'homme s'apprécient seulement à l'aune des desiderata de l'individu. Ce sont les cadres politiques, juridiques, culturels de ce que nous avons appelé l'État-nation qui vacillent et se révèlent contradictoires, si ce n'est propice aux antagonismes. La démocratie providentielle, pensée comme une sorte d'achèvement de l'idée démocratique des droits de l'homme, s'invaginise, comme disent les philosophes, se retourne comme un gant, si l'on préfère, puisqu'elle perd sa ligne rectrice, son vecteur efficient, l'État-nation. C'est pourquoi les questions sensibles, politiquement et idéologiquement d'aujourd'hui, portent autant sur des questions de souveraineté nationale, de frontières à un pôle, et à l'autre pôle, sur des questions psychiques ou de ressenti individuel. Les flux migratoires à un pôle, être né dans le mauvais corps à l'autre pôle, pour simplifier les choses à outrance. Quoi qu'il en soit, c'est la singularité de l'individu qui doit être protégée. Celle-ci ne peut admettre d'autre cadre qu'elle-même. Si c'est la singularité de l'individu qui doit être protégée, celle-ci ne peut admettre d'autre cadre que cette singularité. Elle ne peut être comprimée dans un cadre qui lui serait extérieur, que ce soit celui de la contrainte politique de la nation, de la contrainte culturelle ou normative de l'environnement social dans lequel on vit, de la contrainte, disons, de la contrainte que l'on dira toujours naturelle, de la biologie, de la reproduction, puisqu'on n'a pas trouvé mieux encore pour produire un enfant que d'avoir recours à des gamètes mâles et femelles donnés par des hommes et des femmes. Et je ne parle pas de la contrainte budgétaire que réclament les dispositifs de protection en place ou à inventer, ni non plus des principes de justice qui président aux différentes formes de solidarité mises en œuvre dans les dispositifs actuels. L'épisode de la réforme des retraites en France nous fournit un bon exemple des difficultés que l'on rencontre. En somme, avec ce renversement de la compréhension des droits de l'homme, se joue une manière de survie de l'État-providence, telle que nos sociétés démocratiques avaient su l'édifier. Ce sont les bases sur lesquelles il s'était édifié qui se dérobent lorsque l'on accorde le primat à l'individu, à son désir, à son ressenti, à sa sensibilité, bref, à tout ce qu'il a de plus singulier. Puisque, je l'ai déjà dit, en universalisant le singulier, on détruit l'idée même de l'universel pour promouvoir sa seule singularité. Sans l'abstraction de la catégorie d'universel, aucune singularité ne peut prétendre à la solidarité avec une autre, puisqu'il faut du commun, du même, de l'identique, du partagé, qu'importe le terme, pour vivre in solidum. Aussi, par-delà les considérations philosophiques et théoriques, c'est le devenir de l'État-providence qui se trouve ici en jeu. Est-il extensible aux desiderata les plus intimes de l'individu? Peut-il satisfaire ceux-ci sans compromettre ceux des autres individus? Pourra-t-il répondre à l'indéfinie demande des individus sans ruiner le collectif auquel il était censé contribuer? La réponse n'est pas simplement technique, elle est politique, sociologique et peut-être anthropologique. Comment, en effet, concevoir une société protectrice d'un individu qui rejette la contrainte même du social? Je vous remercie. Merci. Um tempo perfeito. Porque assim vamos ficar com muito mais tempo para a discussão.